Bonjour et bienvenue dans votre chaîne La qualité logicielle, la chaîne qui vous permet de livrer des logiciels sans bug. Aujourd'hui, on va parler de c'est quoi le meilleur éditeur de texte pour vous. Pour savoir de quoi on parle, vous m'avez déjà vu utiliser auparavant, par exemple, Notepad++ ou du Atom. Donc, je vous montre là le Notepad++. Et là, ça nous permet de faire des éditer des textes. Ça nous permet aussi, par exemple, là, dans l'exemple que je montre, d'écrire du code Java ou du Python, du C, peu importe. Et on pourra utiliser des compilateurs, par exemple, pour le C. On pourra utiliser des compilateurs pour compiler notre logiciel, notre programme écrit. Donc, cette idée, ça vient vraiment d'une nécessité pour moi, un besoin pour moi qui vient. Parce que là, ce qu'on voit ici, par exemple, dans le blog de GitHub, qu'ils vont synsetting Atom. Ça veut dire les gens qui nous suivent depuis un moment, ils savent que j'utilise beaucoup Atom pour écrire mes propres tests, pour écrire des exemples, etc. Et il a une bonne intégration avec GitHub via le plugin GitHub et Git qui me permettait d'envoyer directement les changements sur GitHub et de pouvoir vous les partager avec vous. Donc ici, on voit bien que à partir de cette année, le 15 décembre, il y aura un sunsetting de Atom. Donc, ce qui veut dire que l'équipe GitHub qui travaillait sur Atom, ne va plus travailler sur Atom. Ils vont travailler sur un nouveau programme ici qui s'appelle GitHub Codespace. Codespace, désolé. Et celui-là, c'est vraiment un éditeur de texte qui est 100% sur le cloud. Donc 100%, vous allez utiliser votre browser pour pouvoir y accéder. Et donc, ils ont décidé à partir du 15 décembre, ils vont archiver Atom et tous les repositories d'Atom. Donc, ce qui n'est pas bien pour moi parce que j'utilise Atom beaucoup avec Notepad++. Et là, je devrais trouver un nouvel outil à utiliser. Donc, on peut voir ici rapidement. Donc, là, ils ont commencé à travailler sur le Codespace. Pour pouvoir voilà, avoir un éditeur de texte, comme on voit ici leur démonstration, un éditeur de texte en ligne, donc sur le cloud, pour pouvoir traiter vraiment plusieurs choses. Donc voilà. Donc ce que je voulais vous dire, la première chose, c'est avant de choisir, voir le meilleur éditeur de texte, entre guillemets, parce que le meilleur, ça va dépendre de vous, il faut vraiment voir c'est quoi vos nécessités. Est-ce que votre nécessité de développer des choses, est-ce que votre nécessité c'est juste d'écrire des bouts de code rapidement, de corriger des lignes, etc., etc. Et cetera. Et c'est à partir de vos nécessités-là qu'on va pouvoir voir quel euh, auditeur de texte est le meilleur pour vous. Je vous ai déjà préparé quelques exemples ici qu'on va voir ensemble. Par exemple, on va voir Visual Code. Visual Code, donc c'est les mêmes textes de tout à l'heure que j'ai utilisé. Comme vous voyez ici, par exemple, voilà, ça c'est un programme Python, un petit code SQL juste pour voir voilà qui sait lire les codes SQL, un petit code en C++ juste pour voir voilà qui sait lire le code C++, un petit code C en Python, un petit code en Selenium. Tout ça juste pour vous démontrer bon, voilà, que par exemple Visual Code, il sait lire tous ces types de fichiers. Et ce qui est intéressant par exemple avec Visual Code, c'est que vous voyez là ces petits pop-up là qui vous disent que on vous recommande ça, les extensions, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la différence des autres éditeurs de texte qu'on va voir, Visual Code c'est vraiment un ID Integrated Development Environment. Donc c'est vraiment un environnement de développement. Il est très 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 utilisé dans le monde du développement en général. Donc les développeurs l'aiment beaucoup. Il est très très utilisé et il permet de développer sur différents langages soit du C++, du C, du Python, etc., etc., du JavaScript, du Java. Il y a plein d'extensions qui permettent d'étendre les capacités de Visual Code pour pouvoir utiliser un langage ou un autre, des fonctionnalités, etc. Donc, la première chose pour moi, pour bien choisir son éditeur de texte, c'est qu'il soit rapide. Donc, on va fermer notre Visual Code, on va essayer de l'ouvrir
une nouvelle fois. On l'a ici, Visual Studio Code. Et vous voyez là, il s'ouvre assez rapidement. C'est vraiment très très rapide. Et donc là, c'est vraiment un très bon critère à vérifier avec votre éditeur de texte. Donc par exemple, moi, ma grande problématique que j'avais avec Atom, c'est qu'il était lourd. Il y avait plein de belles fonctionnalités, il y a plein d'extensions, de belles extensions qu'on peut ajouter à Atom, mais qu'il était très lourd. Et c'est pour ça, moi, par exemple, j'utilisais Atom avec du Notepad++. Quand je voulais faire juste des modifications rapides, j'ouvrais mon Notepad++, je fais mon modification, j'enregistre et basta. Quand, voilà, je vais l'utiliser un certain temps pour, par exemple, quand j'ai écrit des scripts Python, etc., je prends un peu mon temps. Donc là, je vais utiliser mon Atom. Donc là, la rapidité, c'est un des premiers critères à voir. Donc, est-ce que votre éditeur de texte, il est rapide? La deuxième chose, c'est l'ergonomie. Par exemple, là, on va voir, voilà, je vous ai préparé quelques autres exemples et on va voir, par exemple, l'ergonomie de ces différents éditeurs de texte. Donc là, on a vu l'ergonomie de Visual Studio Code. Donc elle est assez sympathique, on arrive rapidement à voir des choses et elle est assez intuitive. Par exemple, là, on va voir Lighttable. C'est la même chose, c'est une interface simplistique, minimaliste, assez simple à prendre en main. Et là, on voit que j'ai ouvert les mêmes fichiers juste pour voilà, vous démontrer euh, l'outil ou les différents outils qu'on va voir aujourd'hui. Donc, il y a Sublime Text. Donc voilà, ergonomiquement, c'est la même chose. Vous voyez, elle est assez claire, simple. Il n'y a pas trop de complexité à voir euh, ou à gérer. Donc il y a par exemple Bluefish. Donc il y a Bluefish aussi. Donc vous voyez là, c'est une ergonomie un peu plus complexe. Ça, par exemple là, si on compare par exemple l'ergonomie de Bluefish et l'ergonomie de Sublime Text, on voit ici que c'est assez simplistique, minimaliste et on prend rapidement en main. Ici, c'est un peu plus complexe avec beaucoup d'onglets ici, avec des onglets ici qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça fait, etc. Donc il y a pas mal de choses à prendre en considération. Euh, donc, quand on veut une ergonomie, c'est un peu vieillot aussi, si on compare par exemple. En plus, moi, j'aime pas trop les thèmes très lumineux comme ça en blanc. Je préfère les thèmes comme ça, un peu plus dark, un peu plus noirs, qui sont, voilà, quand vous travaillez très longtemps devant votre PC, c'est vraiment sympathique d'avoir un truc qui est apaisant pour l'œil ou à l'encontre de quelque chose qui est agressif à l'œil. Après, ça, c'est mon opinion personnelle. Chacun son opinion personnelle. Il y a Genie, par exemple, vous voyez, la même chose. C'est un peu vieillot, il y a pas mal d'informations ici que, par exemple, pour une première personne qui vient l'utiliser la première fois, vous l'ouvrez la première fois, vous voyez pas mal de trucs ici, par exemple, que vous ne savez pas ce que c'est et l'ergonomie est un peu vieillotte. Donc il y a Bracket aussi. Donc par exemple, il y a Bracket, vous voyez comment ça s'affiche. Pas une ergonomie, moi, que je trouve assez sympathique. Après, bon, voilà, pour une première personne, ça peut être, ça peut différer de ce qu'il a l'habitude de voir. Il y a iMac aussi. Et là, on est vraiment dans une ergonomie vieillotte. Donc apparemment, iMac, c'est très configurable. Donc moi, je suis pas trop familier avec toutes les configurations de iMac. Je sais bien, je l'ai utilisé un peu. Donc quand vous voyez, c'est très vieillot et c'est très vieillot et il est un peu complexe à prendre en main, mais on reviendra sur ça. Donc là, revenons sur notre Visual Code. Donc voilà, l'ergonomie, c'est un truc à prendre en compte. Et ça dépend de la personne. Est-ce que l'ergonomie pour elle, elle est problématique ou pas? Là, moi, le point il y a deux points très importants, mais le point le plus important pour moi, c'est la capacité à apprendre le soft rapidement. Donc, et là,
où on va voir, ça dépend de ce que vous voulez faire. Admettons que vous êtes développeur, etc. Si, par exemple, vous voulez développer que du HTML, du PHP, etc., il vaudrait mieux prendre un truc qui est destiné à ça. Par exemple, du bracket, là, c'est plus fait pour du CSS, du PHP, du HTML. C'est plus adapté et même si potentiellement il y aura une plus longue durée d'apprentissage de l'outil, mais ce sera rentable pour vous parce que c'est un outil conçu et développé, orienté pour, euh, pour les développeurs qui font du web. Par exemple, si vous êtes un développeur, par exemple, qui fait du C, du CPP, ou du JavaScript, du Python, etc., potentiellement du Visual Code, c'est plus sympathique, plus intéressant pour vous. Oui, il y a une période, de toute façon, à chaque outil que vous allez prendre, il y a une période d'apprentissage. Il faut juste que la période d'apprentissage, si elle est longue, ça va être très compliqué pour vous pour les premières fois d'utiliser le soft, etc. Donc, cette période, elle doit être le moins possible, mais le moins qui est adapté à votre situation. Par exemple, quand je parlais d'une personne qui développait du web, du PHP, du HTML, donc le fait de prendre un outil dédié pour ça, c'est mieux, même si la durée d'apprentissage est un peu plus longue. Mais par exemple, une personne qui fait du C++, du C, etc., du Visual Code est meilleur parce que voilà, c'est plus adapté, plein d'outils, plein d'extensions, etc. Même s'il y a une durée d'apprentissage un peu plus longue, mais c'est assez rentable dans ce sens-là. Donc là, on a parlé de la durée d'apprentissage. La deuxième chose très importante, et le dernier point dont je vais parler maintenant, c'est l'extensabilité. Ça veut dire, c'est le pouvoir de l'outil à être extensible ou le pouvoir d'ajouter des extensions à l'outil pour améliorer son fonctionnement. Comme je disais tout à l'heure, par exemple Visual Code, on peut ajouter des extensions pour accéder à des bases de données, on peut ajouter des extensions pour euh, travailler avec Git, pour compiler, etc., etc. Il y a plein d'extensions qu'on peut ajouter, il y a une très bonne communauté. Donc, c'est vraiment, vous êtes un développeur, potentiellement Visual Code est le meilleur pour vous. Après, si vous faites du Java, je vais conseiller plutôt du IntelliJ. Sauf que là, en grande parenthèse, sauf que IntelliJ, il est vraiment payant. C'est un très très bon outil. Par exemple, dans différents travaux que j'ai fait, j'avais beaucoup de gens utiliser IntelliJ et ils aiment beaucoup IntelliJ pour faire du Java, par exemple pour faire les Java servlets ou pour voilà, travailler avec des serveurs Tomcat, Glassfish, etc. Donc, ils préfèrent travailler avec de IntelliJ parce que c'est un très 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 bon outil. Le seul inconvénient, c'est que il est payant, il est un peu cher pour avoir les licences. Donc là, on revient sur le Visual Code. Donc, comme je disais, c'est très très bon outil si vous êtes développeur. Même si vous n'êtes pas un développeur, si par exemple vous êtes un testeur ou vous écrivez de temps à autre des tests en Selenium ou des tests en Python, etc. Vous faites de l'automatisation, vous écrivez vos automatisations en Python. Donc, Visual Code peut être vraiment un très bon outil pour vous. Et par exemple, si vous avez Visual Code, pas besoin d'avoir un autre éditeur de texte un éditeur de texte externe ou un second éditeur de texte comme j'avais moi. Et j'en ai parlé tout à l'heure, Atom et Notepad++, potentiellement vous pouvez utiliser que Visual Code pour faire tout. Donc voilà, vos prises de notes, etc. et votre écriture de script, etc. Donc voilà, ce qu'il faut savoir aussi avant de passer sur autre chose, donc le Visual Code là, il y en a, c'est vraiment celui-là que j'ai téléchargé et que vous pouvez télécharger et vous trouverez rapidement. Vous tapez juste Visual Studio Code et vous l'aurez. C'est vraiment la version propriétaire, c'est propriétaire de Microsoft. Et il y a une version vraiment, c'est gratuit, hein, les deux versions sont gratuites, sauf que celle-là, elle est vraiment propriétaire, vous ne pouvez pas changer dans le logiciel. Il y a une autre version qui s'appelle Visual
Visual Studio Codium, VS Codium, celle-là, elle est plutôt open source. Donc, vous pouvez récupérer les sources, les builder et vous avez votre IDE, donc Integrated Development Environment. Donc, voilà. Donc, passons sur les autres exemples. Là, on va prendre Lighttable. Donc, Lighttable, comme vous voyez, c'est très simplistique. Il est assez rapide dans le démarrage, très simplistique. Moi, j'aime l'ergonomie. Après, je vois pas qu'il y a assez d'extensions pour ce que je veux faire. Il y a pas beaucoup de capacité à l'améliorer le fonctionnement de Lighttable. Après, entre guillemets, moi j'ai pas beaucoup travaillé avec Lighttable. Vraiment, je l'ai utilisé juste dernièrement. Voilà, quand j'ai su que Atom, il va disparaître et je cherchais une autre alternative à ce que je faisais. Donc voilà, c'est assez simplistique, il est assez rapide pour prise de notes, pour corriger vos scripts rapidement, etc. Donc voilà. Donc il y a Sublime. Sublime, moi je préfère Sublime à vrai dire, parce que à vrai dire ce qu'il faut savoir que Atom est sorti de Sublime. Le problème c'est que Sublime il y a vraiment une version gratuite, donc c'est là que vous voyez devant vous, mais c'est vraiment un logiciel qui est propriétaire que vous devez payer une licence. Après, si vous prenez la version gratuite, vous pouvez l'utiliser, sauf que de temps à autre, comme voilà ici, vous voyez ici que c'est un unregistered, donc il n'y a pas de licence. De temps à autre, ils vont vous demander, voilà, est-ce que vous voulez une licence, est-ce que vous voulez une licence, est-ce que vous voulez une licence. Donc voilà. Euh, donc moi j'ai un petit coup de cœur on va dire pour Sublime Text. Par exemple cette vue là c'est juste une vue split, c'est pas grand chose, hein. Vous pouvez voilà splitter la vue sur plusieurs, par exemple si vous voulez faire des comparaisons entre plusieurs fichiers, c'est pas vraiment c'est pas vraiment compliqué. Et là, vous voyez, on est revenu sur une vue assez normale. Lui aussi, il connaît plusieurs langages et les langages primaires que j'utilise, du C, du C++, du Python, etc. Donc voilà, moi j'aime bien celui-là. Il est assez rapide au démarrage. Il est plus rapide que Atom, hein. En sachant que voilà, Atom, c'est vraiment été, comme je disais, Atom, c'est vraiment un logiciel qui est sorti vraiment pour copier Sublime, qui est sorti du Sublime pour avoir un logiciel qui est open source et qui n'est pas sous licence parce que Sublime est sous licence. Toutefois, comme je dis, vous pouvez utiliser Sublime sans licence, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. De temps à autre, vous allez avoir des pop-up pour vous demander d'avoir une licence. Mais bon, ça, euh, c'est comme ça, on n'y peut rien. Après, ce qui est intéressant avec Sublime et que j'ai vu, c'est qu'il y a le Sublime Merge. Donc voilà, pour les gens qui m'ont suivi déjà mes autres vidéos, c'est que moi j'utilisais avant Atom pour faire pour la création des branches, pour tout ce qui est Git, quoi. Donc pour tout ce qui est gestion de repository, donc j'utilisais Atom. Cette feature-là, ou ce petit programme, c'est intéressant. Après, problématique, c'est qu'il est payant. Donc pour le moment, j'utilise que la version gratuite juste pour tester la capacité. Donc pour moi, Sublime, il est très intéressant. Il y a ce bémol qu'il est payant, donc on verra. Moi, j'ai un petit flanchon pour celui-là, mais on verra. Il y a iMac. Donc c'est un peu vieillot. Il y a des trucs de customisation, mais de ce que j'ai compris et ce que j'ai vu, il est très très compliqué pour les débutants. iMac, c'est vraiment pour avoir et prendre conscience euh, de la capacité du logiciel. Et c'est vraiment très compliqué de prendre en main où tu débutes. Donc c'est pas vraiment le choix que je pourrais faire, par exemple, pour moi, dans mon cas à moi. Mais ça reste une option que je vais chercher plus, voir davantage, apprendre un peu plus l'outil pour voir est-ce que dans l'avenir il peut être
adapté à moi ou pas. Donc, il y a iMac et j'ai vu aussi qu'il y a un truc qui s'appelle Space iMac, la même chose. C'est vraiment, quand on voit ici, on l'a lancé sur du Windows, mais voilà, c'est des outils aussi qui sont sur Linux. Donc, ce sera très très intéressant pour moi d'apprendre un outil comme ça, si ça fait que ça répond à ce que je veux, il est rapide, etc. Pour le moment, il est rapide au lancement, etc. Mais voilà, il y a cette partie d'apprentissage qui est un peu plus long que les autres éditeurs de texte. Un autre point, j'ai parlé de ça, donc je veux en parler, c'est que euh, il vaudrait mieux avoir un logiciel que vous connaissez, un éditeur dont vous avez l'habitude d'utiliser, qui est sur les deux plateformes, qui est sur Linux et sur Windows. Pour la simple raison, par exemple, moi j'ai vu plusieurs fois, et c'est juste que j'ai vu plusieurs fois, c'est 80% des serveurs du monde, ils utilisent du Linux. Donc, dans la plupart des cas, vous allez travailler dans une entreprise, dans la plupart des cas, je veux dire à 90% ou même plus, les serveurs que vous allez avoir, c'est des serveurs Linux. Donc, avoir un outil que vous utilisez, que vous pouvez utiliser sur du Windows ou sur du Linux, c'est très intéressant dans ce cas-là. Pour cette raison-là, que vous pouvez, voilà, si vous allez travailler sur du Linux, vous connaissez votre outil, vous travaillez sur du Windows, vous connaissez votre outil. Même si un jour, voilà, si l'outil il existe sur Mac et un jour vous travaillez sur Mac, l'outil existe, vous savez déjà, vous connaissez déjà l'outil et vous n'avez pas à apprendre un nouvel outil juste pour le travail. Parce que par exemple, moi dans mon travail, j'ai mon outil Atom que je utilisais sur du Linux, du Windows. Donc j'ai utilisé, il n'y avait pas de souci, c'est un truc open source, etc. Donc, il n'y avait pas de souci avec l'outil. Donc, j'ai pu utiliser mon outil que je connaissais et j'ai pas eu besoin à travailler ou utiliser un nouvel outil que je connaissais pas. Donc, et là, c'est bien parce que ça permet de m'intégrer rapidement et de me concentrer sur les aspects du travail que je connais pas. Donc, vous êtes sur un nouveau projet, etc. Vous apprenez le fonctionnel, etc. Donc, le mieux, c'est de travailler avec des outils que vous connaissez, si c'est possible. Donc, si c'est possible, travaillez avec des outils que vous connaissez. Comme ça, vous vous intéressez à la partie que vous ne connaissez pas et vous ne perdez pas votre temps à apprendre le fonctionnel et les outils. Donc, c'est une très grande perte de temps. Donc, voilà. Donc celui-là, c'est à suivre. Si voilà, dans l'avenir, je trouve que c'est un outil intéressant, etc. à vous montrer, je vais vous le montrer. Ou s'il y a une demande, je vais faire une vidéo. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire est-ce que ça vous intéresse ou pas. Donc il y a un autre outil qui s'appelle Bracket, dont j'ai parlé un peu rapidement tout à l'heure. Celui-là, il est plutôt tourné vers le développement web. Donc là, vous voyez, c'est vraiment une page web qui est écrite ici. Donc c'est, voilà, vraiment tout tourné vers le développement web. Dans ce que je fais, moi, je ne fais pas nécessairement de développement web, etc. Donc c'est pas trop intéressant pour moi. Donc voilà. Donc cet outil, voilà, il reste simplistique et très rapide à prendre en main. Mais bon, voilà, ça ne répond pas nécessairement à ce que je cherche moi. Donc, je ne vais pas utiliser cet outil-là. Donc, Notepad++. Notepad++, c'est un des outils les plus utilisés. C'est un des éditeurs de texte les plus utilisés. La problématique de Notepad++, vous ne pouvez pas utiliser que Notepad++. Pour la simple et stupide raison que Notepad++, il existe que sur Windows. Il n'y a pas d'équivalent de Notepad++ sur Linux. Ce qu'il faut savoir, c'est Notepad++, c'est vraiment, voilà, les gens utilisent Notepad, c'est un truc qui n'est pas adapté à ce que les gens ils veulent. Donc, et le développement de Notepad++ a commencé et voilà, on a un outil assez puissant où on peut utiliser pas mal de choses. Il y a des macros qu'on peut utiliser. Regardez combien de langages ici on a. Plusieurs langages. Il prend en considération plusieurs langages. Les modules d'extension, on peut ajouter plusieurs modules d'extension. C'est un très très bon outil, sauf que malheureusement, il n'existe que sur Windows. Et voilà, pour la raison que je vous dis,
ça reste un outil que j'utilise, mais c'est un second outil, c'est pas mon outil primaire. Pas pour la cette simple raison, parce que je travaille sur du Windows et sur du Linux, et je préfère que mon outil primaire il soit sur les deux plateformes, comme ça, j'aurai pas de problématique d'apprendre ou d'avoir plusieurs outils différents sur différentes plateformes, et voilà. Donc il y a cet outil-là, Genie. Donc celui-là, donc l'ergonomie, j'aime pas trop, hein, pour tout vous dire. Après, il est assez sympathique parce que par exemple là, quand vous voyez, par exemple, j'ai pris ce bout de code-là en Python, vous voyez ici, il y a des symboles, etc. Il vous met par exemple les fonctions, les imports, etc. Là, si vous partez ici, il vous montre les documents où ils sont, etc. C'est très sympathique ce qu'ils ont fait ici. Après, ici, c'est voilà, c'est un truc un c'est pas un terminal en soi-même, mais c'est un espace où vous avez plusieurs informations sur sur ce que vous faites. Par exemple, ici, c'est compile the current file. Donc, si vous voulez, par exemple, compiler, là, il vous donne directement, voilà la commande. Prenez la commande et vous compilez ça. Après, il faut avoir vraiment installé les outils pour. Moi, j'ai pas installé Python, etc. C'est juste pour vous démontrer l'outil. Mais voilà, c'est la même chose, par exemple, si on prend SQL, si on prend du CPP, vous voyez, voilà, la fonction ici, c'est main, l'external value, par exemple, c'est std, ce qu'on a utilisé ici, using namespace std. La même chose en C, donc voilà, la fonction, dans l'autre programme Python, toutes les variables qui ont été déclarées. C'est très, très, très sympathique ce qu'ils ont fait ici. Euh, donc vous avez vos variables, vos imports, etc. Ici aussi pour le truc Java, vous avez vos classes, les différentes fonctions qu'il y a dans la classe, etc. C'est vraiment très sympathique ce qu'ils ont fait là. Ergonomiquement, j'aime pas trop. L'outil il existe bien sûr sur Windows et Linux, donc ça reste un bon outil. Après, je sais pas, est-ce qu'il y a beaucoup de customisation sur l'outil ou pas, ou est-ce qu'il y a beaucoup d'extensions. Donc, ça reste un outil potentiellement à voir pour les personnes qui sont intéressées. Pour moi, je pense que je vais l'utiliser quelques temps juste pour voir toute la puissance de l'outil, mais je pense que ce ne sera pas mon outil de prédilection. Donc, je partirai dans un premier temps vers du Sublime, et après, je pense que si iMac ou Space iMac est vraiment un très bon outil qui répond à ce que je veux, parce que de ce que j'ai lu, il est très très puissant, ça sera mon outil que je vais utiliser cet outil-là. Sinon, je vais voir d'autres outils, par exemple Genie ou autre. Il y a le Bluefish, même l'ergonomie, c'est un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, vieillotte. Après, ce qui est intéressant dans Bluefish, par exemple, si j'appuie ici sur HTML. Donc là, j'ai plusieurs options que je peux ajouter. Par exemple, là, je vais ajouter une classe tag. Voilà, et là, boum, il m'a ajouté le truc. Donc c'est assez sympathique, ça vous aide à coder un peu. Si vous êtes du C par exemple, vous voulez faire un if define, boum, donner un nom de if define, j'en sais rien, on va dire main, boum, il vous a ajouté le truc. C'est vraiment très intéressant dans cet aspect-là qui vous aide par exemple à écrire des choses que vous aide à écrire des choses, sauf qu'on voyez, voilà, il y a pas mal de choses, pas mal d'aides, mais ça reste vraiment très, très, très restreint. C'est pas vraiment un copilote, hein. C'est vraiment juste pour vous aider. Et voilà, ça reste très restreint. Comme j'ai dit, l'ergonomie est un peu vieillotte. Je préfère pas utiliser cet outil-là. Pour ces raisons-là, pour moi, ce ne sera pas l'outil. Après, d'autres personnes potentiellement, ils aiment l'outil et ils utilisent que cet outil-là. Un autre point avant de passer à la dernière, à la partie bonus de la vidéo, c'est que il faut savoir que certaines personnes, ils jurent qu'avec l'outil qu'ils utilisent. Il y a des gens voilà, par exemple, qui utilisent que du Atom, ils jurent qu'avec du Atom, et que les personnes qui utilisent que du Sublime, ils jurent qu'avec du Sublime.
ne tombez pas dans ce piège. Ça veut dire que c'est un très 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 grand piège. Ça veut dire un outil, ça reste un outil. Utilisez l'outil qui correspond à ce que vous voulez faire. C'est tout. Il y a des gens, par exemple, moi, ça fait très très longtemps que je n'utilise pas les commandes Git parce que voilà, je passe pas par Atom et c'est une interface graphique, donc je n'utilise pas les commandes. Après, voilà, dans mon job, aujourd'hui, dans mon job, on utilise les commandes là. Donc, voilà, je les utilise, je me refamiliarise avec eux. Donc, je les ai repris rapidement parce que voilà, je les connaissais. C'est juste que voilà, dans la durée, je ne les utilisais pas, etc. Donc, on a tendance à oublier. Donc, je l'ai repris rapidement. Mais par exemple, si je prends cet exemple-là de Git, il y a des gens, par exemple, des développeurs qui jurent qu'avec les commandes, voilà, qui jurent qu'avec les commandes. C'est bien de connaître les commandes, c'est très bien de connaître les commandes. Et parfois, c'est plus rapide de faire des choses avec les commandes. Sauf que, encore une fois, ne tombez pas dans ce piège-là d'être dans une tribu, genre les gens qui jurent qu'avec les commandes ou les gens qui jurent qu'avec l'interface graphique. Utilisez l'outil qui vous facilite la vie. Utilisez l'outil qui vous correspond le mieux. Si l'outil graphique il vous correspond le mieux, utilisez-le. Si l'outil, par exemple, travailler dans un terminal ou faire des commandes directement, c'est ce qui vous fait gagner du temps et c'est ce que vous voulez utiliser et c'est l'outil idéal pour vous, faites-le. Donc là, dernier point que je veux, voilà, on va changer un peu de la VM, on va partir sur du Linux là. Donc le dernier point que je veux vous en parler, c'est connaître certains éditeurs de texte sur Linux. Pourquoi? Alors, ce qui se passe, c'est que par exemple, vous allez rentrer dans une entreprise, on va vous donner un PC Windows ou, voilà, ou Linux ou peu importe. Admettons, on vous donne un PC Windows, où vous allez travailler. Voilà, au tout début, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Après, on vous demandera d'aller changer un fichier de configuration dans un serveur. Et là, le serveur, il est en Linux, boum, vous ne savez plus rien faire. Là, moi, ce que je vous recommande, je vais vous montrer 3 différentes commandes qui vous permettra de lire les informations dans un fichier et de pouvoir modifier les informations dans un fichier. Donc, la première commande, c'est cat, donc CAT, et là, mon fichier, il est là, et là, vous voyez que ça m'imprime tout le fichier. Tout le fichier, ça va me l'imprimer. Donc là, quand vous voyez là, mon fichier il a été imprimé en totalité. Attends, on va renommer un peu le fichier juste pour voir. Hop, fait c.c, voilà. On fait la même chose avec .c. Voilà. Donc là, on voit. Voilà, c'est ce que je disais, le fichier, il est affiché en sa totalité. Donc le 4, ça permet juste d'afficher. Vous ne pouvez pas modifier et c'est le fichier, il est très très grand, donc il va vous afficher tout le fichier. Donc voilà, juste faites attention aux limites de la console, parce qu'il y a certaines limites, si le fichier est très 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 grand, il y a une certaine limite qui va être, il y a un certain parti qui va être truncaté parce qu'il y a la limite de certain nombre de caractères dans la console ou de lignes dans la console. Donc on va faire un client. Le deuxième outil, c'est VI. Donc VI, c'est presque installé par défaut sur tous les serveurs Linux. Donc peu importe le serveur Linux que vous allez avoir à faire, vous allez potentiellement à 99% du temps trouver du VI. Donc voilà. Donc là, on affiche bien notre fichier, mais on va pouvoir le modifier aussi. Ce qu'il faut savoir, VI, il est un peu complexe, il n'est pas très intuitif à utiliser, mais ça, c'est vraiment une problématique de tous les anciennes, on va dire, les anciens outils. Juste pour que vous compreniez, on va dire aujourd'hui, dans le monde nouveau de l'informatique, on a tendance à utiliser beaucoup
ce qu'on appelle les GUI, donc les interfaces graphiques. Euh, c'est bien, les interfaces graphiques, c'est bien, c'est ergonomique, c'est joli, c'est tout. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les serveurs, les interfaces graphiques, ça n'existe pas. Vous n'allez pas trouver une interface graphique sur le serveur. C'est un truc qui va ralentir le serveur et ça n'a aucune utilité. Les gens qui travaillent sur les serveurs, par exemple la maintenance des serveurs et tout, ils font tout par terminal. Il n'y a aucune raison pour installer une interface graphique sur un serveur. Donc un serveur par exemple qui a une base de données, donc ce sera par exemple un serveur qui a MySQL ou Oracle ou je ne sais pas. Donc ce sera par exemple un serveur Linux qui aura du MySQL, du PostgreSQL. Et il n'y aura pas d'interface graphique. Donc c'est que du terminal qui est utilisé. Donc comme je disais, VI c'est un très très vieux outil. Il est bon mais il est complexe. Au tout début, il est complexe pour le nouveau. C'est pas un outil qui est très simple pour les nouveaux, pour les débutants. Donc là, pour essayer de modifier notre fichier, on va devoir appuyer sur I, donc qui va nous permettre de faire des modifications, comme vous voyez ici. Et là, si je veux enregistrer mon fichier, donc je dois faire échappe et je fais 2.wq. Donc là, ça va dire que j'enregistre mon fichier. Et là, si je fais mon 4 par exemple, boum, je vais vérifier que les modifications que j'avais faites ici, elles sont bien existantes. Donc vous voyez, quand je dis c'est un outil très vieillot qui n'utilise pas de souris parce qu'à l'époque où ça a été développé, la souris n'existait pas et qui utilise que le clavier et que des keys voilà, des keys assez spécifiques pour faire des interventions assez spécifiques. Par exemple, si je veux faire ajouter une ligne, je vais me mettre dans la ligne que je veux, j'appuie sur I et là j'ajoute ce que je veux ajouter. Et donc après, il faut que je fasse échappe et si je veux pas sauvegarder, je fais 2.q point d'interrogation et là j'ai pas sauvegardé. Si je fais mon 4, je vois que tout ce que j'ai ajouté n'existe pas. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment un outil à savoir. Après, sachez que c'est très complexe au tout début. Pour les débutants, c'est un peu complexe à travailler avec. Donc voilà, ce que j'ai fait maintenant, c'est supprimer cette ligne. Donc j'ai appuyé 2 fois sur D et ça supprime la ligne. Donc là, je vais sauvegarder mon changement. On va revoir. Donc je disais, c'est un outil très complexe à utiliser pour les nouveaux. Après, quand on a l'habitude, ça devient un outil assez puissant que vous pouvez utiliser. Après, il y a un outil aussi qui est comme le VI, mais qui est un peu plus simple que le VI, qui s'appelle Nano. Donc si on fait Nano, bon, on va prendre peu importe, ça va nous ouvrir cette interface-là. Vous voyez ici, par exemple, là, je vous montre, par exemple, pour sortir, là, vous avez presque une aide qui est là pour sortir. Le chapeau là, c'est juste pour dire que c'est un contrôle. Donc, si je veux sortir, je vais un contrôle X et voilà, je suis sorti de mon texte. Donc voilà. Donc là, je peux ajouter directement, pas besoin d'avoir appuyé sur I ou peu importe, je peux ajouter directement, supprimer directement, faire ce que je veux et après je fais un CTRL X. Là, il va demander est-ce que je veux sauvegarder. Voilà, ici, je vais reprendre l'aide que j'ai ici, donc Y pour yes, N pour non, donc moi je vais dire yes et là, je vais en faire entrer pour, voilà, parce que là, il me demande le file name to write, donc le nom de fichier que je vais écrire. Oui, je fais entrer. Et si je fais un cat sur mon TXT, je vais voir que les lignes qu'on a ajoutées, les lignes bizarroïdes qu'on a ajoutées, elles sont bien là. Donc là, si je fais un nano, je peux supprimer mes lignes sans problématique. Je les supprime, on va sauvegarder et on va voir qu'on a bien supprimé les lignes. Et c'est plus sympathique, plus rapide que sur du VI. Donc voilà. Donc
Pour la fin de cette vidéo, je veux réitérer juste quelques, quelques notions voilà, que vous devez comprendre. Donc, pour le choix de votre outil, donc là, dans cette vidéo, on a vu des éditeurs de texte, mais voilà, ces principes-là, je vous donne pour les éditeurs de texte ou voilà, des logiciels, des outils d'une manière générale. Il faut que l'outil il soit adapté à ce que vous faites. Il faut qu'il soit ergonomique pour vous. Donc, selon vous, si travailler sur le terminal pour vous, c'est très ergonomique, bon, l'outil, il va travailler sur le terminal, donc c'est pas un gros problématique pour vous. Donc, qu'il soit ergonomique pour vous, qu'il soit rapide. Voilà, comme l'exemple que j'en ai parlé à Tom, il est assez long à démarrer, mais par exemple, Notepad++, il est très rapide à démarrer. D'autres outils comme Sublime Text, il est très rapide, iMac, etc. Donc, que il soit extensible, donc vous avez la capacité d'ajouter des plugins ou d'ajouter toutes les fonctionnalités pour le rendre ou pour qu'il marche comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, et qu'il ait un temps d'apprentissage minimal. Donc, un temps d'apprentissage minimal. Bien sûr, si vous allez apprendre à IDE, c'est plus complexe que d'apprendre juste un éditeur de texte. Par exemple, si vous apprenez un IDE comme IntelliJ, qui est assez plus complexe avec plein de fonctionnalités, bien sûr qu'il va vous prendre plus de temps que, par exemple, Notepad++, qui est juste un éditeur de texte qui est assez simplistique. Ou par exemple, si je prends l'exemple sur du C, par exemple, travailler sur du code bloc, donc du Visual Studio Code, c'est un peu ou du code block par exemple. Code block c'est aussi un IDE que vous pouvez utiliser pour du C, du C++, etc. Donc travailler sur ces deux outils là c'est un peu plus complexe que de travailler sur un outil très ancien comme le Turbo C. Donc voilà, donc le temps d'apprentissage est vraiment qu'il soit adapté à ce que vous voulez faire et ce que vous voulez que l'outil fasse, mais qu'il soit le minimal possible pour que vous ne perdez pas trop de temps sur l'outil et vous vous concentrez sur ce qui est le principal, le fonctionnement de votre programme ou script ou le fonctionnement du projet, etc. Donc, merci de nous avoir suivis. On vous laisse avec la prochaine vidéo.